Alors, nous, ici, on va vivre un moment un peu spécial. Un de nos livres préférés de la rentrée a été écrit par un auteur qui travaille avec nous depuis plus de 10 ans. C'est un invité qui vient ce soir, donc du coup, c'est très étrange pour nous. Et j'imagine pour lui aussi. On est très heureux de recevoir Paul Gasnier. Bonjour. Paul. Enchanté. Bienvenue. Très bizarre. Oui. Tu es donc l'invité ce soir. Je vais te présenter, même si on te connaît. Tu as 35 ans. Tu es né à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Tu es journaliste. Tu travailles avec nous depuis plus de 10 ans. D'abord au supplément de Canal+, puis pour Envoyé spécial, parce qu'on produisait des sujets pour Envoyé spécial. Et bien sûr, ici, pour Quotidien. Depuis le lancement, tu publies chez Gallimard ce livre qui s'appelle La collision. La collision, c'est celle qui a tué ta mère en 2012 à Lyon. Et la collision, c'est celle de deux mondes, de deux destins, le tien et celui de Saïd, ce garçon qui a percuté ta mère en motocross en plein centre-ville à 80 km/h. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui, le déclic, c'était quand je travaillais pour Quotidien, je couvrais la campagne présidentielle en 2022. Zemmour. J'avais notamment assisté à un meeting d'Éric Zemmour à Cannes et qui m'avait absolument terrifié parce que j'étais face... Le livre commence comme ça. Le livre commence comme ça, c'est la scène d'ouverture, mais c'est vraiment le déclic de l'écriture parce que j'avais assisté à un discours qui était ultra radical, ultra violent, qui parlait des délinquants, des racailles, comme il dit, du laxisme judiciaire, en gros des Français blancs qui sont tués par des Arabes quotidiennement, les francocides, enfin on connaît un peu tout son discours. Et ça collait avec ton histoire. Ça collait avec mon histoire et en même temps, ça m'a exaspéré parce que j'avais l'impression que ce monsieur était en train de me déposséder de mon deuil et qu'il essayait de lui donner une signification politique. Donc cette exaspération a pris le pas sur la colère intime que je ressentais depuis 10 ans et ça m'a donné envie de me replonger dans cette histoire. Ouais. On est fiers d'avoir plusieurs écrivains dans l'équipe. Ambre. Donc c'est Ambre qui va parler de Paul. Oui, alors on va commencer par évacuer un truc. Même si je ne te connaissais pas, j'en aurais parlé. Et personne de bonne foi ne peut dire que j'en parle que parce que je te connais, parce que le livre est encensé de toutes parts. Donc ça, c'est fait. Maintenant, tu vas te boucher les oreilles. Moi, je vais faire comme si je ne te connaissais pas. Tu me files le livre? Oui, tiens. Donc, La collision, un livre de Jean-Paul Gasnier chez Gallimard. Pardon, Paul Gasnier, excusez-moi, c'est une erreur. Tu ne le connais pas? Non, je le découvre. C'est un livre qui est plusieurs choses à la fois. C'est un portrait, un double portrait, et c'est aussi un miroir tendu à nous tous. Paul, tu as perdu ta mère dans un accident il y a plus de 10 ans. Elle a été renversée, tu l'as dit, par un jeune qui faisait ce qu'on appelle du rodéo urbain dans une rue de Lyon. Et alors, perdre sa mère dans un fait divers, déjà, c'est une chose. Mais perdre sa mère dans ces circonstances-là, c'est encore plus particulier parce que tu as cette formule. C'était pas un meurtre, mais c'était pas juste un accident non plus. Ce drame était évitable, donc par définition, il t'obsède. Dans le livre, tu refais l'événement avec une minutie de détective, la journée de l'accident, les quelques secondes ou les quelques mètres avec lesquels tout aurait pu être différent. Mais surtout, tu expliques qu'en réalité, ce ne sont pas ces quelques secondes ou ces quelques mètres qui ont créé le drame. Tout s'est joué plus tôt que ça dans les trajectoires de vie qui ont mis ta mère sur ce vélo ce jour-là et ce jeune garçon dans l'illégalité ce jour-là. Cette collision, c'est la collision de deux Frances différentes qui ont grandi quasiment à côté, à vol d'oiseau, et qui pourtant ne se croisent jamais entre elles. Tu es journaliste, alors tu as enquêté, tu as retrouvé les traces du jeune homme qui a causé la mort de ta mère et tu racontes sa vie. Tu cherches à pointer le moment où la collision a véritablement commencé. Tu parles aux éducateurs de son quartier qui se sont inquiétés pour lui, à sa famille qui a connu des drames. Un des moments les plus forts du livre, c'est la conversation que tu as avec sa sœur. Et comme je l'ai dit, ce livre est aussi un miroir tendu à notre société parce que ce genre de fait divers est devenu un fait de société. Aujourd'hui, la classe politique la récupère, l'instrumentalise, surtout la droite et la droite dure dont tu parlais. Ils utilisent des histoires comme la tienne pour attiser la colère, justifier des projets de loi. Et toi, ça t'enrage. C'est ce que tu expliques au début du livre et ça fait partie, je trouve, des lignes les plus puissantes que tu as écrites. Mais je vais finir là-dessus. Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce qu'il faut le dire, c'est pas un livre journalistique, c'est un livre littéraire. Quiconque écoute tes reportages sait que tu es littéraire. Tu es le seul mec qui utilise des mots en grec ancien pour parler de la réforme des retraites. Nous, on est habitués. C'est le seul mec de la rédaction qui, tous les matins, arrive avec un livre dans la poche. Ah, c'est pas vrai. J'en ai deux, trois Ambre aussi dans mon sac. Oui, non, dans le sac. Mais lui, il a dans la poche pliée, comme ça. Mais là, ton écriture est frappante de pudeur et d'honnêteté. Cette histoire est une plaie. Et pour nettoyer cette plaie, tu l'affrontes, tu la nettoies, tu l'examines, tu la vides sur le papier. Donc ça donne un livre qui est à la fois une sonnette d'alarme sur ce qu'on essaye de faire de nous et notre société, mais avant tout un livre très beau. Tu peux te déboucher les oreilles.
Pourquoi c'est un récit littéraire, je crois que tu l'as dit. Pourquoi ce choix? Parce que seule la littérature peut saisir la complexité d'un événement comme ça, la complexité de l'humain. En tout cas beaucoup mieux que les moufles des politiques dont on parlait, et parce que c'est un événement que je voulais déplier le plus possible en multipliant les points de vue, en racontant aussi mon cheminement personnel, les émotions que j'ai traversées depuis l'accident depuis plus de 10 ans, et seule l'écriture et la littérature peuvent accomplir ce petit miracle. Comment est-ce qu'on peut décrire la colère qui s'est emparée de toi, et comment tu as fait pour qu'elle ne gagne pas à la fin? Parce que j'ai décidé qu'elle ne gagne pas à la fin, et que j'ai décidé de Faut être fort. Ça prend du temps, surtout, parce que je voulais la remplacer par de la compréhension, et parce que la colère est un sentiment stérile qui nous tourne constamment vers le passé. C'est une espèce de religion dans laquelle on s'installe et qui empêche d'avancer dans la vie. Donc voilà, je voulais mettre cette colère derrière moi, surtout quand je voyais les conséquences politiques que ça pouvait avoir. C'est ça, mais en lisant, je me suis dit, en fait, c'est une pièce qui aurait pu retomber d'un autre côté. Il y a un homme différent que tu aurais pu être. Tu aurais pu être de l'autre côté de la barrière au meeting de Zemmour. Absolument. En fait, si tu avais laissé cette colère se faire attiser. Absolument, surtout qu'à ce meeting, la plupart des gens que je voyais autour de moi avaient mon âge. Et c'est marrant parce qu'ils se tournaient vers moi en m'accusant d'être complètement déconnecté, de ne pas connaître les sujets de délinquance, d'avoir jamais été confronté à la brutalité de la vie. Et voilà, et moi je savais que c'était pas vrai, c'est aussi pour ça que j'ai écrit, parce que j'aurais pu devenir comme eux. Et en partie grâce à ma mère, je ne suis pas devenu. Certains diront qu'il essaie de trouver des excuses au type qui a tué sa mère. Oui, il y a même un ancien Premier ministre qui avait dit que expliquer, c'est déjà un peu excuser, ce qui est complètement idiot. Alors, je ne l'exonère pas de sa responsabilité individuelle, ce garçon, Saïd, qui a tué ma mère, parce que sa responsabilité, elle est indiscutable, elle n'est pas discutée. Il a été condamné pour ça, condamné à de la prison. Mais ce n'est pas parce qu'un événement est manichéen à première vue que ça empêche d'y réfléchir. Et il y a peut-être un reste d'éducation catholique aussi. Moi, j'ai fait mon catéchisme, on m'a appris le pardon et d'aller vers l'autre, y compris vers la personne vers qui c'est le plus difficile d'aller, la personne qu'on a le plus détestée dans sa vie parce qu'elle nous a pris sa mère. Et voilà, c'est une manière aussi de reconnaître que notre capacité à merder, elle est en chacun d'entre nous, et qu'on n'a pas toujours le bon comportement au mauvais moment. L'échec scolaire, les mauvaises fréquentations, l'addiction au cannabis, la culture du rap et des rodéos urbains, l'absence de services publics, les quartiers gangrénés par la drogue, tu évoques tout ça. Est-ce qu'il y a une faillite collective? Oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu un faisceau de responsabilités qui se sont alignées, qui ont fait que ce comportement a été rendu possible. De responsabilité collective? Ouais, de responsabilité collective. En fait, c'est une succession de petits manquements qui ne veulent rien dire si on les prend à part, mais quand on les aligne, créer ce genre de comportement, c'est l'imaginaire de la drogue, c'est les manquements de l'éducation nationale, c'est les manquements de la justice, de la police, de l'environnement familial. Quelle est la part de responsabilité personnelle aussi? Saïd. Lui, il est 100% responsable de ce qu'il a fait. La justice n'a jugé que lui, mais les délinquants ne sont pas des gens qui vivent en dehors de la société, ils vivent dans la société et nos comportements trouvent racine dans notre environnement. Donc c'est pas parce que lui est entièrement responsable de ce qu'il a fait que ça nous interdit de penser à comment son comportement a été rendu possible par la société. Mais tu expliques dans le livre qu'il était dans une famille plutôt stable, avec une sœur aimante, qu'il était bien entouré malgré tout. Oui, mais il a eu un grand frère qui a eu un comportement brisé par les mauvaises rencontres et par la drogue. Il a eu des amis qui étaient peu fréquentables. Et puis voilà, c'est une succession de dominos. Ça commence par l'échec scolaire. Et puis c'est un parcours qu'on voit assez souvent chez les jeunes de cette génération, dans certains quartiers. Ambre l'a dit, je trouve, la force de ton livre, je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de qualité, l'écriture, les points de vue différents. Mais s'il fallait retenir une leçon de ton livre, c'est que sa responsabilité individuelle est engagée. C'est irréfragable en quelque sorte. Il a été condamné pour ça, à de la prison ferme. Condamné. Mais moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que le dialogue avec sa sœur montre, je crois qu'elle pose la question, mais vous devez détester les Maghrébins, elle a une question comme ça, montre que au sein de sa famille aussi, il y a de la douleur. C'est-à-dire que le drame te touche, toi, touche ta famille, d'abord évidemment, mais ceux qui sont autour de lui ont conscience du meurtre, ont conscience de la violence, et ils en souffrent aussi. Et je crois que dans la période que l'on vit, c'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a de l'humanité dans l'entourage de quelqu'un qui a commis une faute comme ça. Et c'est très fort.
tu parles avec la sœur, tu arrives à aller vers la sœur, tu ne vas pas vers l'assassin, vers le meurtrier. Tu es à côté de lui un moment, mais tu n'arrives quand même pas à lui adresser la parole. Et ça, c'est la leçon du livre, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter la sœur? Oui, la sœur, donc sa rencontre. la grande sœur de Saïd, elle était venue nous voir à la fin du procès, moi, mon père et ma sœur, et elle avait présenté ses excuses au nom de son petit frère. Elle disait voilà, mon petit frère a complètement déconné. Au nom de ma famille, je vous présente mes excuses. Si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas. Et 10 ans plus tard, j'ai retrouvé son contact, je lui ai écrit. Elle a longtemps hésité avant de me voir, et finalement, on s'est vu. On s'est vu 2 fois à Lyon, et c'était une rencontre très forte parce que je me suis rendu compte que l'accident avait aussi brisé sa famille. C'était pas que moi, comme tu dis. Elle aime. Ce qui était compliqué pour elle, c'est qu'elle aime son frère, elle le chérit, elle l'épaule dans la vie. Dès qu'il se retrouve devant la justice, c'est elle qui essaie de le réinsérer, de lui trouver des pistes de boulot, etc. Donc elle me parle de son petit frère. Parce qu'il replonge tout le temps. Oui, il replonge tout le temps. Il a eu un parcours assez compliqué, ça continue encore aujourd'hui. Donc elle me parle de son petit frère qu'elle adore, que moi j'ai complètement diabolisé pendant plus de 10 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte, en parlant avec elle, que ça avait détruit d'autres vies que la mienne. Et tu dis que vous avez formé une bizarre communauté d'appartenance au drame. Ouais. On l'a pas choisi, ça nous est tombé dessus à tous les deux. Mais on appartient à la même communauté d'appartenance au drame, parce que quand on a commencé à parler de cette collision, on ne pouvait plus s'arrêter d'en parler. Et il y a un de tes amis qui dit « Et si c'était tout simplement un débile ?» Oui, parce que je parlais de la tentative de portrait que je faisais de Saïd à un ami qui est scénariste, donc qui a l'habitude de travailler des portraits de personnages. Et il me disait, mais en fait, t'as pas peur que ce type, ce soit une impasse, c'est juste un débile et t'as pas grand-chose à trouver en enquêtant sur lui. Et alors, ça, j'en sais rien parce que je l'ai jamais rencontré, mais peut-être qu'il a rien à raconter, mais quand les gens ont rien à raconter, leur parcours raconte quelque chose. Juliette, tu vas nous parler des rodéos urbains. Oui, c'est un sujet qui revient tout le temps dans les médias depuis quelques années. C'est devenu un véritable phénomène de société. Les articles se multiplient. Rodéo urbain, la folie en roue libre pour Paris Match. Les rodéos urbains, un défi pour les autorités selon le journal Le Monde. Et le Figaro titre « Rodéo urbain, la France en proie à une fièvre de violence mécanique ». C'est donc un sujet médiatique, mais c'est aussi et surtout un sujet politique qui revient partout à l'Assemblée, au Sénat et dans les conférences de presse des politiques. Les rodéos urbains, vous le savez bien, sont une malédiction pour un très grand nombre de maires. Les rodéos urbains ne sont pas que dans les grandes villes, ça se passe partout en France, sur les autoroutes ou dans les centres-villes. Sur les réseaux, les jeunes s'affrontent lors de duels à moto. Certains maires ont alors décidé de sévir. Comme la ville de Compiègne, la ville est surnommée le laboratoire français de la lutte contre les rodéos urbains. On a été les voir ce matin et on a pu embarquer avec sa police municipale. Donc là, on rentre dans un quartier qui est assez sensible en termes de rodéo, donc qui est vidéosurveillé en permanence. À ce rond-point-là, on a des grands axes où ils s'amusent à faire des pointes de vitesse, sachant qu'on a une école juste là à côté. Les rodéos urbains ici, c'est tous les jours. On décide d'en parler avec les habitants. Vous allez bien ? Vous êtes en reportage sur les rodéos urbains. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je connais pas du tout. Vous connaissez pas ? Ok. Moi, non, j'habite dans le 25e là-bas. Vous les entendez pas ? Ouais, non. Ça fait pas longtemps que j'habite ici, donc je connais pas beaucoup. Personne n'a rien vu, rien entendu, le sujet est tabou. La police a donc mis en place une boîte mail anonyme appelant les gens à signifier ce qu'ils voient. C'est des sujets qui restent tabous, que ce soit le trafic de stupéfiants ou le rodéo urbain. Ça veut dire que vous voyez vraiment une différence entre les personnes quand elles sont là face à vous et les personnes par mail quand elles dénoncent ces rodéos urbains ? Oui, il y a une liberté de parole. Et Paul, au début de ton livre, justement, tu racontes les coups de pression que mettent ces jeunes sur la population pour qu'elle ne parle pas. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'explication du problème de ce phénomène ? Oui, absolument. C'est que les jeunes du quartier qui connaissent les jeunes qui font du rodéo urbain refusent d'être traités de balance, donc ne parlent pas de leurs potes auprès de la police. Et d'ailleurs, juste après la collision, ou quand ce jeune a percuté ma mère, il y a une bagarre qui a éclaté entre les passants qui voulaient aider ma mère et les jeunes qui s'étaient précipités pour partir avec la moto. Ils sont partis avec la moto pour maquiller la scène de l'accident. Elle a été retrouvée 4 jours après, 4 jours pendant lesquels très peu de monde voulait parler pour dénoncer ceux qui étaient partis avec. Il y a une réponse politique
à ce problème des rodéos urbains? Ça, j'en sais rien. Sans doute qu'il y en a une. La loi, elle s'est durcie en 2018. Elle en a fait un délit, ce qui n'est pas le cas. L'homicide routier a été créé il y a quelques années, ce qui n'était pas le cas au moment de l'accident de ma mère. Sur les réponses politiques, je ne suis pas qualifié. Moi, je parle juste de mon En fait, c'est le Conseil constitutionnel qui bloque. Par exemple, la ville de Compiègne veut mettre en place des drones ou d'autres techniques, par exemple, équiper les policiers avec du paintball. Mais en fait, le Conseil constitutionnel bloque, alors que Retailleau est plutôt d'accord, mais ça bloque au-dessus avec Richard Ferrand. Question personnelle, quelle influence ce drame a eu sur l'homme que tu es devenu et qu'on a en face? Ça a tout changé parce que j'étais très jeune, j'avais 20 ans, que j'adorais ma mère, j'étais très proche d'elle. Donc ça fait qu'on voit la vie avec un peu moins de couleur et c'est une douleur qui s'installe en permanence et on se sent plus vulnérable. Et surtout, ça m'insupporte de voir des motos en vive allure dans la rue. Est-ce que l'écriture du livre a permis de réparer quelque chose? Oui, absolument. Déjà de se débarrasser de la colère dont on parlait et de commencer à accorder peut-être un début de pardon à ce jeune. Ouais. Ce qui est déjà énorme. Est-ce qu'on peut parler d'elle? De ma mère? Là, toujours. Avec plaisir, c'est un début de la manœuvre. Elle avait 54 ans, j'étais très proche d'elle, notamment dans les dernières années. Je parlais souvent d'elle comme de ma meilleure amie. On allait dans des bars ensemble, on voyageait ensemble, on se racontait plein de trucs. Elle avait ouvert une école de yoga. Ouais, elle était architecte. Qui existe toujours. Et à la fin de sa vie, elle avait ouvert une école de yoga sur les pentes de la Croix-Rousse, qui existe encore, qui est présidée par mon père. Qui marche très fort. Qui marche très bien. Et absolument. Je crois que tu m'as dit qu'il y a une photo d'elle dans l'école de yoga. Il y a une photo d'elle dans le centre de yoga. Et voilà, ça dit tout de la personne qu'elle était. Elle avait énormément de douceur, de la douceur qu'elle prodiguait à tout son entourage. Et ça a culminé dans sa reconversion en professeur de yoga. Et c'est un début du livre aussi de la sauver de l'effacement des mémoires. Et tu parles de ton père et de ta sœur aussi dans le livre. Ouais. Comment ils ont réagi quand ils ont lu le livre, le texte? Ils étaient très émus. En fait, ils l'ont lu en pleurant la première fois, donc ils ont dû le relire quelques jours après. Mais ils ont retrouvé ma mère et c'était l'essentiel. Ton livre s'appelle La Collision, c'est chez Gallimard. Il fait partie de la première liste du prix Goncourt. Merci Paul. On se retrouve demain de l'autre côté de la table. Et ce livre m'a bouleversé et j'imagine que vous aussi. Merci Paul. Merci.